L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. François Fillon, on est donc ravis de vous accueillir avec Gilles ce matin et tout à l'heure avec Luc Ferry. On va parler évidemment de tous les sujets d'actualité, de votre détermination, du mariage, bref, de l'actualité de ce matin et peut-être de la clarification idéologique donc réclamée par François Baroin dans cette fameuse interview à l'Express. Mais commençons par vous et ces propos de Tokyo. Est-ce que vous nous diriez ce matin que votre détermination est totale, non seulement pour les primaires, mais pour la candidature en 2017 ? C'est un peu violent comme question d'entrée, mais... Non, c'est-à-dire que ma détermination soit totale, je ne vais pas le répéter tous les matins. Pourquoi est-ce que je suis déterminé ? C'est pas une question personnelle. C'est parce que je suis convaincu que la France est en face d'un risque de déclin considérable, que j'ai occupé un certain nombre de responsabilités au gouvernement et la dernière à la tête du gouvernement, et que je vois comment on peut organiser le sursaut à la fois de la France, de la nation française et de l'Europe pour éviter un déclin qui aujourd'hui me paraît inéluctable. Bon, je suis sans doute pas tout seul à porter ce projet, mais il se trouve qu'aujourd'hui, dans les circonstances politiques qui sont celles de notre pays, je n'entends personne d'autre tenir le discours que je tiens. C'est-à-dire, on n'est pas dans une situation normale. On n'est pas dans une échéance politique comme on en a connu tellement depuis 30 ans. On est devant une question, est-ce que dans 20 ans, il y aura encore une nation française ? Oui, mais ça passe par une élection et ça passe par une clarification à droite. Vous savez que la droite a toujours besoin d'un corps plus idéologique et d'un chef. C'est la raison pour laquelle je me suis battu pour que le candidat qui va porter les valeurs de la droite et du centre soit choisi dans le cadre d'une élection primaire. C'est pas une nouveauté, j'ai défendu cette idée au moment de la primaire socialiste. Il y avait d'ailleurs à l'époque énormément de critiques sur la position que j'avais prise. Nous sommes parvenus, dans des conditions difficiles et à la suite de la crise qui a entouré l'élection à la présidence de l'UMP, nous sommes parvenus à mettre en place des primaires qui sont des primaires qui, à mon avis, seront encore plus exemplaires que celles des socialistes sur le plan de l'organisation. Donc, je serai candidat à ces primaires et à partir de maintenant, et déjà depuis quelques semaines, mon seul objectif, c'est de parler aux Français, parce que les primaires s'adressent pas seulement aux militants d'un parti politique, et s'adresse à tous les Français, et de leur parler, d'aller les voir, de bâtir avec eux le projet. Toute mon énergie, jusqu'en 2016, sera tendue vers sur la clarification idéologique, on va en reparler tout à l'heure avec Luc Ferry, mais c'est vrai que la contradiction des propos de Baroin, c'est de dire à la fois il faut une clarification idéologique, en gros, à mort Buisson, mais en même temps, vive Sarkozy s'il revient. Donc c'est là où on vous pose souvent la question, c'est-à-dire, est-ce que vous allez aller jusqu'au bout ? 3 petits points, même si Nicolas Sarkozy a l'intention de revenir. Et quand d'ailleurs ? Oui, Nicolas Sarkozy connaît mon projet, ma détermination. On en a parlé ensemble il y a déjà à plusieurs reprises. Je veux porter un projet qui est le mien, qui est celui qui est lié à ma vision, à mon expérience, aux réussites du quinquennat de Nicolas Sarkozy auquel j'ai pris ma part, et aussi à ses échecs. Et donc, ma détermination, elle n'est pas liée à la présence de tel ou tel dans la compétition, elle est liée à ma volonté de porter un projet. Après, il faut naturellement que ce projet trouve le soutien des Français. Et c'est maintenant le travail auquel je m'attelle. On va en parler. Gilles Leclerc, question. François Fillon, avant ces échéances, il y en aura peut-être une, je dis bien peut-être, à la rentrée prochaine, qui concerne les éventuelles primaires au sein de l'UMP. Vous avez conclu un accord avec Jean-François Copé avant-hier pour demander aux militants si, au fond, il était bien utile de faire ce rendez-vous. Vous, je dirais, j'ai envie de vous dire, le militant Fillon, vous êtes pour ou vous êtes contre ? Est-ce que, franchement, à quelques mois des municipales, ça a encore un sens ? Il ne vous a pas échappé qu'il y avait, parmi les militants de l'UMP, beaucoup de scepticisme sur l'organisation d'une nouvelle campagne interne. Ça n'est pas un jugement sur ce qui s'est produit, c'est une constatation. Il y a des élections municipales, l'opposition a besoin d'être rassemblée, une élection interne c'est toujours l'occasion évidemment de division, donc il y a beaucoup de scepticisme chez les militants dans ce domaine. Sur le plan moral, il faudrait une nouvelle élection, parce que cette élection s'est pas bien passée, et donc le résultat n'est pas le résultat que la démocratie aurait dû donner. Mais en même temps, chacun doit être réaliste et penser d'abord à l'avenir de sa famille, au message qu'on défend, etc. Ce qu'on a fait avec Jean-François Copé, c'est pas se mettre d'accord sur la question de savoir s'il faut ou pas une élection.
j'ai proposé qu'on aille devant les militants pour poser la question. Pourquoi ? Parce que la décision ne peut pas nous appartenir. La décision, elle ne peut appartenir qu'aux militants de l'UMP. Et parallèlement, nous sommes en train de travailler, on a mis en place de nouveaux statuts qui vont être soumis aux militants, on a acté l'organisation d'une primaire, et on est en train de mettre en place un bureau politique qui soit paritaire, enfin je veux dire qui représente parfaitement les courants de l'UMP, de manière à ce que tout le monde se sente bien au sein de cette famille. Voilà, alors on va continuer d'avancer comme ça, jusqu'à la consultation des militants au mois de juin. François Fillon, sur le mariage, le premier mariage qui va être célébré aujourd'hui, comment vous expliquez, avec un peu de recul, quand on a regardé la séquence politique qui s'est déroulée, qu'un sujet qui était quand même compliqué, problématique pour la gauche, il y a eu quand même des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant des semaines et des semaines, qu'au fond, on a l'impression, en fait, que ceux qui sont le plus gênés aujourd'hui, je dirais, c'est votre famille politique, avec des gens qui étaient dans la rue, d'autres non. Et là, est-ce qu'il n'y a pas un débat idéologique clair à mener pour que tout simplement l'opinion publique et les Français puissent vous juger? C'est la raison pour laquelle nous nous sommes battus, et nous avons eu cette discussion d'ailleurs hier au sein comment dirais-je, de ce qui devrait être le bureau politique de l'UMP, sur comment on prend les décisions pour que la famille soit rassemblée et que tout le monde se sente respecté. Et pour le moment, il faut reconnaître qu'il manque un lieu démocratique où on peut prendre la décision de savoir si on va dans les manifestations ou si on n'y va pas, si on appelle les Français à manifester ou si on n'appelle pas les Français à manifester. Ces décisions... Pour vous, il fallait être dans la rue le 26 mai dernier ou pas? Moi, d'abord, je suis contre cette réforme. Je l'ai toujours dit, et j'ai même été le premier à dire que, en cas d'alternance... Vous l'abrogerez? Non, j'ai jamais dit qu'on l'abrogerait, parce que je suis réaliste. Je veux dire, on réécrira le texte pour mettre les barrières infranchissables qui n'y sont pas aujourd'hui sur une extension de l'adoption qui ne nous paraît pas acceptable et sur les questions de la PMA et de la GPA. Mais je n'ai jamais critiqué ceux qui manifestaient. Je ne parle pas des politiques, je parle des Français qui manifestent leur désaccord avec cette fausse égalité que les socialistes ont voulu établir et qui sont l'expression d'une partie importante des Français qui sont en révolte contre, au fond, le sentiment que leurs repères, que les traditions, que les valeurs auxquelles ils sont attachés sont bouleversés. En même temps, moi je connais les défauts de mon pays. Et en tant que ministre, j'ai dû affronter la rue et j'ai dû, avec les gouvernements de Jacques Chirac, à plusieurs reprises, céder devant la rue. Et je me souviens d'avoir expliqué souvent que c'était un des travers de la France. Pas de réforme de l'université pendant 30 ans parce que la rue en décide autrement. La plupart des réformes sociales, un grand nombre des réformes sociales ont été repoussées. Et donc moi je considère que quand on a été Premier ministre, qu'on a expliqué en permanence que c'était pas la rue qui gouvernait, ma place n'était pas dans les manifestations. Quand vous voyez des élus UMP défiler avec des mouvements d'extrême droite ou avec même des élus du Front National, est-ce que vous êtes gêné? C'était une autre raison pour laquelle j'ai toujours été réticent à cette idée de participer à ces manifestations, c'est que ces manifestations étaient organisées pour une large part par des gens qui ne sont pas forcément aussi innocents qu'ils veulent bien le dire. Et qui sont proches de l'extrême droite. Je ne parle pas de la masse des manifestants, je parle d'un certain nombre d'organisations qui cherchent à récupérer les choses. Ceci étant, je ne veux pas changer de position. Je ne critique pas les élus qui manifestaient. Je partage pour une très large part leurs convictions. Je pense qu'un débat démocratique au sein de notre famille politique sur la question de savoir s'il fallait appeler à manifester, notamment pour cette troisième manifestation, aurait été le bienvenu. On s'est mis d'accord hier pour qu'il y ait désormais un lieu pour ce genre de débat. Dernière question avant qu'on se retrouve tout à l'heure avec Luc Ferry. D'abord, est-ce que vous considérez sur l'affaire Tapie, comme le suggère François Hollande, que l'État se porte partie civile? Et deuxièmement, est-ce que vous croyez au pari réitéré à plusieurs reprises par François Hollande et ici même hier par Michel Sapin sur le chômage? Pardonnez-moi de vous demander d'être bref. On va commencer par le plus important, sur le chômage, parce que c'est en fait le vrai sujet qui mine la société française. Il n'y a aucun espoir, malheureusement, que la courbe du chômage soit inversée en 2013. Aucun. Il n'y a pas un prévisionniste, il n'y a pas un économiste qui croit cela. Pourquoi réitère-t-il cette... J'en sais rien, il faut lui poser la question à lui. Mais c'est bien d'ailleurs toute la faiblesse de ce début de quinquennat de François Hollande
sa campagne est basée sur une sorte de mensonge, c'est-à-dire sur la négation de la crise, et maintenant il continue comme s'il ne voyait pas la réalité. Il n'y a pas une inflexion. Est-ce que l'an 2 ne démarre pas sous de meilleurs auspices, à vos yeux, sur le plan économique, absolument pas. Attendez, sur le plan économique, le monde est en croissance, en gros à 3,5%. Je rappelle que pendant la crise que nous avons connue avec Nicolas Sarkozy, on était en récession, le monde, de 4,5%. Dans ce monde en croissance de 3,5%, où l'Allemagne est en croissance, où la Grande-Bretagne est en croissance, où les États-Unis sont en croissance, où le Japon est en croissance, nous on est en récession. Et on est en récession, pourquoi? Parce que la politique économique qui est conduite est extrêmement mauvaise. Bien sûr que la situation générale est fragile, mais la politique de François Hollande aggrave la situation et elle ne nous permettra en aucun cas de réduire le chômage. Quant à l'affaire Tapie, bien sûr qu'il faut défendre les intérêts de l'État. C'est dans cet esprit que nous avions décidé de recourir à la procédure de l'arbitrage, parce que je rappelle que l'État avait perdu tous les procès depuis des années et des années. Pour le reste, la justice est maintenant saisie sur cette affaire. Qu'elle fasse son travail, je lui fais confiance. François Fillon est en direct avec nous, donc on le retrouvera dans un instant avec Luc Ferry pour débattre de toutes ces questions. Gilles, merci. Rappel des